Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI1, bienvenue dans ce journal. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a 25 ans. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, a présidé hier la cérémonie de commémoration de ses 25 ans à Ouagadougou au Burkina Faso. Vous le verrez en tout début de journal. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes a réalisé une étude sur l'état des lieux de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision dans l'administration publique et parapublique. Les résultats ont été remis hier à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. En République démocratique du Congo, la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 est contestée dans la rue également. Différents heurts se sont produits hier jeudi dans le pays. Le bilan des victimes serait d'au moins 11 morts. Nous ouvrons ce journal avec la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'était hier jeudi 10 janvier à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette cérémonie était présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Le reportage à Ouagadougou de notre envoyé spécial Viviane Haïm. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a son siège à Ouagadougou. C'est ce qui explique le choix de la capitale burkinabé pour cette commémoration de son 25e anniversaire. Pour rappel, c'est le 10 janvier 1994 qu'a été signé l'acte de création de cet espace communautaire. 25 ans après, ce 10 janvier 2019 à Ouagadougou, la cérémonie anniversaire a été marquée par la présence de 2 chefs d'État. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et celle du chef de l'État du pays hôte, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Présent également le premier ministre bissau-guinéen, les présidents des organes et institutions de l'UEMOA. 25 ans, soit un quart de siècle après sa création. Quel bilan pour l'UEMOA? D'importants chantiers ont été mis en œuvre depuis 1995. Depuis, l'UEMOA a réalisé des avancées majeures qui la font considérer aujourd'hui comme un modèle d'intégration économique réussi en Afrique. Un des défis majeurs à relever réside dans la question de l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire pour réellement favoriser l'émergence d'un commerce intracommunautaire qui peine à décoller. Le privilège est revenu au président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA de boucler le cycle des interventions. Le chef de l'État ivoirien a dit sa détermination à voir aboutir ce grand rêve d'intégration sous-régionale. Cette cérémonie m'offre l'agréable opportunité de rendre un hommage appuyé aux pères fondateurs et de féliciter les femmes et les hommes de la commission de l'UEMOA et du Conseil des ministres statutaires qui ont œuvré au cours de ces 2 dernières décennies à faire de notre Union un exemple d'organisation régionale réussie. Des défis importants restent encore à relever. Je voudrais en citer quelques-uns. Il s'agit notamment du faible taux des échanges intracommunautaires dans l'Union, qui se situe aujourd'hui seulement à 16%. Cette faible évolution pourrait s'expliquer par la structure du commerce marquée par une homogénéité des biens et services échangés dans notre espace. Nous avons également eu de nombreux contrôles sur les corridors des prélèvements illicites, de faux frais et enfin de longs délais pour le transport des marchandises. C'est d'ailleurs ce qui motive notre volonté de faire un certain nombre d'autoroutes, l'autoroute Lagos-Abidjan, donc bien sûr en passant par Lomé-Cotonou et Accra, et aussi l'autoroute Abidjan
Ouagadougou, en passant par Korogo et Bobo-Dioulasso, et que ce soit des autoroutes où personne ne pourra arrêter un camion. Je voudrais donc, à mon nom et en celui de mes homologues, vous réaffirmer notre conviction dans la pertinence et la solidité de notre union. Hormis les interventions, le 25e anniversaire de l'espace communautaire sous-régional a été aussi marqué par un deuxième acte majeur, à savoir l'inauguration par les deux chefs d'État du nouveau siège de l'organe exécutif qu'est la commission de l'UEMOA. Ils sont les premiers à recevoir une décoration en cette année 2019. Ils sont au nombre de 86 hommes et femmes, hauts fonctionnaires, directeurs d'entreprises, architectes et artistes qui ont été décorés hier jeudi par la grande chancelière de l'Ordre national. Ce sont 45 récipiendaires dans l'Ordre national et 41 autres distingués dans l'Ordre du mérite ivoirien. Lors de cette cérémonie de décoration, Henriette Dagri-Diabaté a dénoncé les violences verbales qui ont cours au sein de la classe politique ces derniers mois. Laurent Sachaud, Alexis Ouedraogo. Première cérémonie officielle de décoration de l'an 2019. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a félicité l'ensemble des travailleurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être en marche au long de 2018. Elle a également appelé les Ivoiriens au vivre ensemble. Nous marchons sur un chemin qui a connu des épisodes douloureux. Plusieurs parmi nous gardent des cicatrices, des mots qui blessent. Eh bien, certains de ces gros mots des années de crise sont de retour parmi nous. Trop de véhémence, trop de colère, trop d'agressivité dans les prises de parole publiques. Je vous en prie, désarmons nos paroles. Mesdames et messieurs les récipiendaires, tous autant que vous êtes, vous avez relevé le défi. Hauts fonctionnaires, directeurs d'entreprise et donc créateurs d'emplois, architectes et artistes, vos parcours respectifs sont des livres ouverts pour informer et inspirer notre jeunesse. Reconnaissant du geste à leur endroit, les récipiendaires ont rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara ainsi qu'à la grande chancellerie, occasion pour eux d'affirmer leur détermination à redoubler d'ardeur. On m'a honoré au grade de commandeur. Je crois que nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui. Et pour cela, je leur dois toute ma gratitude. C'est dire que ce que nous faisons est suivi et apprécié quelque part. Nous allons tout faire pour aider la politique sociale de son Excellence M. Alassane Ouattara. Mon frère père, Brahim Makano, a été distingué ici même aussi en 1984. Et aujourd'hui, c'est son fils que je suis qui reçoit cette distinction. C'est une fierté pour la famille que je représente. Nous avons pris l'habitude de demander toujours au pays, mais ce que nous avons pensé faire pour notre pays, c'est que nous devons faire pour qu'il aille mieux, pour que nos concitoyens aillent mieux, pour que nous produisions du bonheur autour de nous. Et donc nous avons travaillé dans ce sens-là. Cette cérémonie de décoration du Nouvel An enregistre au total 86 personnes décorées. Et pour la deuxième fois en 4 années, il vient d'ajouter son nom à la liste des personnalités qui ont déclaré leur patrimoine. Après avoir accompli l'acte en 2015 en sa qualité de maire de la commune de Yopougon, le ministre auprès du président de la République chargé des institutions, Gilbert Kafana Koné, a déclaré mercredi son patrimoine au siège de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Témoignage, Laurent Sachaud, Abdoulaye Koné. Le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions s'est rendu à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Il s'agissait pour Gilbert Kafana Koné de procéder à la déclaration de son patrimoine. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvik aussi, a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit d'un nouveau maire. Il me revient que parmi les personnes devant faire la déclaration de patrimoine, les maires, les élus communaux ont brillé en grande majorité par leur absence dans le passé. Alors je voudrais donc saisir cette occasion pour demander donc à tous les élus municipaux, et pourquoi pas les élus régionaux, de venir effectivement faire leur déclaration, prendre les dispositions pour le faire. Cela ne prend pas beaucoup de temps.
Et donc, il est indispensable que chacun d'entre nous se conforme à la loi du pays. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance fait partie des instruments mis en place par le gouvernement. Elle a pour mission de lutter efficacement contre la corruption et les infractions assimilées. Créée par l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013, elle est placée sous l'autorité du président de la République. Et pendant ce temps, Adama Tongara faisait le bilan de l'année écoulée, puis il annonçait les perspectives de l'institution qu'il dirige. Cette année, le médiateur de la République se veut plus actif avec des collaborateurs toujours plus déterminés. On retrouve Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. Il n'est plus question de laisser le conflit prospérer et embraser le tissu social. Plus de paix en Côte d'Ivoire, c'est la vision du grand médiateur Adama Tongara pour cette année 2019. Il annonce le transfert du siège de l'institution à Yamoussoukro, capitale politique, ainsi que le renforcement des actions de l'institution sur le terrain. Nous souhaiterions nous joindre aux Ivoiriens pour exprimer notre gratitude au chef de l'État qui, par cette décision, rend un hommage vibrant au président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait du dialogue la voie privilégiée du règlement des conflits. Les bureaux nous ont été affectés dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix, en attendant la construction effective de nos sièges. Le transfert d'une partie du personnel se fera dans le premier trimestre 2019. En raison des objectifs à atteindre en 2019, je voudrais en appeler à la mobilisation de tous et de toutes. Les agents de la grande médiature, à travers leurs porte-parole, sont engagés à travailler, à conduire à bon port cette vision, rendre l'institution plus dynamique, proactive et ouverte. Du côté de l'inspection générale d'État, on a choisi de se réunir à l'auditorium de la primature pour dresser son bilan et définir les perspectives de l'année 2019. La rencontre a eu lieu hier jeudi, une rencontre au cours de laquelle Théophile Awandoli a annoncé de nombreux défis à relever, toujours dans le cadre de la bonne gouvernance. Reportage Olivier Iriebi dans un récit d'Alexis Ouedraogo. Inspecteurs généraux, contrôleurs d'État, auditeurs, la grande famille de l'inspection de Côte d'Ivoire présente pour faire le point des activités menées en 2018 et tracer les perspectives du nouvel an. Les membres de cet outil de contrôle et d'audit de l'État ont été félicités pour les résultats obtenus l'an dernier. Ils ont émis des doléances et réaffirmé leur engagement à travailler davantage pour l'atteinte des objectifs. Considérant la détermination dont vous avez fait preuve en 2018 pour redynamiser les structures de contrôle, nous, inspecteurs généraux et inspecteurs, nous engageons à vos côtés pour concrétiser votre vision, celle de rendre nos administrations efficaces parce que régulièrement auditées et avec le contrôle interne comme outil de gestion pour asseoir une gouvernance exemplaire, gage d'une émergence durable de notre pays. En retour, l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile a félicité l'ensemble de ses collaborateurs pour les efforts fournis. Il les a exhortés à plus d'ardeur au travail pour atteindre la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État. En 2018, vous êtes attelés à accomplir vos missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et d'audit interne, en dépit, en dépit des obstacles et des difficultés de tous ordres. Au cours de l'année 2019, nous poursuivrons plus particulièrement la mise en œuvre de l'axe 6 du schéma directeur de la réforme des finances publiques portant sur le dispositif du contrôle et d'audit interne. À cet effet, il appartient à l'inspection générale d'État de mettre en place des structures de contrôle et d'audit interne dans les différents ministères, de même que nous devons élaborer la cartographie des risques au niveau de chaque ministère et la conduite des missions d'audit basées sur le risque. Théophile Awandoli a aussi invité le corps à plus de synergie d'action.
Sur place au plateau, le député de la commune Jacques Ewo a été auditionné hier jeudi par la police économique. Il a ensuite été conduit au parquet devant le pôle financier où il a été mis en examen pour détournement de deniers publics, de blanchiment de faux et usage de faux. Mais l'élu, le parlementaire, a été laissé en liberté. Le procureur de la République est en ce moment même face aux journalistes concernant cette affaire. Vous en saurez plus ce soir dans le 20h. Et la commission électorale elle-même est sous les feux des projecteurs. Une réforme de l'institution est annoncée et elle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les débats entre les acteurs politiques sur cette réforme de la CEI commencent le 21 janvier prochain. Le gouvernement veut ainsi initier un dialogue politique avec les partis de l'opposition. Une opposition qui a déjà sa petite idée. Pour elle, il faut une prédominance de la société civile au sein de la nouvelle CEI. Mais comment s'organise-t-elle? Gabriel Zani a rencontré quelques leaders d'opinion et de partis politiques. En ce début d'année, la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante, cristallise à toutes les attentions. Le gouvernement s'attellera à la mise en œuvre au cours de cette année d'autres grandes orientations de votre message à la nation. Je voudrais citer le démarrage du dialogue politique en vue du réexamen de la composition de la commission électorale donc indépendante. À cet égard, les formations politiques seront saisies cette semaine pour une invitation à commencer à discuter à compter du lundi 21 janvier. Une annonce faite au cours du premier Conseil des ministres de 2019 signe que le gouvernement prend toute la mesure d'engager très tôt les débats sur la CEI dont la réforme est réclamée depuis quelques années par l'opposition et une partie de la société civile. Nous avons observé dans nos recherches que la commission électorale indépendante, dans sa composition, était contraire aux dispositions de la Charte africaine de la démocratie et des élections qui prescrit la mise en place d'organes indépendants et impartiaux. Et le déséquilibre au niveau de la CEI vient du fait qu'on note, après examen, qu'il y a une surreprésentation du parti au pouvoir. D'où le recours que l'APDH a décidé de mener. L'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme, est à l'origine de la saisine de la KDHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'APDH a saisi la juridiction africaine pour déséquilibre de la CEI. Le bureau central de l'institution en charge de l'organisation des élections, composé actuellement de 17 membres, est ainsi partagé. 4 membres issus de la mouvance présidentielle, 4 de l'opposition, 4 de la société civile et 5 des institutions de la République. En effet, ce sont les 5 derniers membres qui forcent le jeu d'équilibre selon la PDH, puisqu'ils sont désignés par l'exécutif, donc issus de la majorité au pouvoir. Ce schéma renvoie aussi à l'opposition l'image d'une commission électorale à recomposer. Il y a au moins 4 ans que nous réclamions cette réforme-là. Il faut un nouveau consensus autour de la commission électorale indépendante, au point qu'elle puisse bénéficier de la confiance des Ivoiriens. Vous allez voir que lorsque tous les Ivoiriens se seront mis d'accord sur cette réforme-là, il n'y aura plus de problème. Pour le gouvernement, la commission électorale actuelle est le fruit d'un consensus avec tous les acteurs politiques. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly l'avait souligné lors d'une conférence de presse en février 2018 à la primature. Selon lui, c'est l'Institut national démocratique NDI, organisme international et non gouvernemental, qui avait suivi les négociations à l'époque dans le cadre de la réforme de la commission électorale indépendante. Cette nouvelle réforme, voulue par les partis politiques et la société civile, doit donc suivre le même processus de concertation. La POECI, la plateforme de la société civile pour l'observation électorale en Côte d'Ivoire, regroupant plus d'une dizaine de réseaux et de coalitions engagés dans les processus électoraux, initie à cet effet les rencontres avec les acteurs politiques. En prévision de ces différents débats, je crois que la POECI a déjà commencé un travail qui est de collecter auprès de tous les acteurs leurs différentes propositions de réforme de la CEI. Et au terme de cette collecte, nous allons faire analyser, faire une synthèse pour voir quels sont les points de convergence, quels sont les points de divergence sur les différentes propositions faites par les différents acteurs. Des coordonnateurs de la POECI du NDI sont reçus à la Nouvelle Côte d'Ivoire, mouvement politique présidé par Niamey Konan.
des propositions sur ce que pourrait être la CEI réformée et le mode de désignation de son prochain président sont suggérés par Niamey Konan et Henriette Lagou. L'idéal, c'est qu'une personnalité de la société civile soit à la tête de cette CEI. La dividende à tirer, c'est qu'il sera équidistant des chapelles politiques. Il faut veiller à ce que le président de la CEI ne vienne pas d'un parti politique. Notre proposition, c'est que ce président-là vienne de la société civile. Mais pour nous, ça ne suffira pas qu'il vienne de la société civile. Il faut qu'il ait les compétences d'organiser une élection juste, transparente et ouverte à tous. Alors pour nous, le seul mode de désignation valable pour avoir une telle personnalité, c'est l'appel à candidature. Le mode de désignation des membres de la commission centrale, la composition de la CEI, le député de Botro et la présidente du RPCP ne sont pas les seuls à penser à ces questions qui sont tout aussi essentielles que la composition des commissions locales au regard de la poésie. Les commissions locales actuelles sont composées de 4 représentants de la mouvance présidentielle, 4 représentants de l'opposition et un membre du corps préfectoral. Et vous avez que dans cette commission locale, il n'y a aucun représentant des organisations de la société civile. Donc pour nous, il faut revoir au niveau des commissions locales la composition qui doit être à l'image de la commission centrale. Et nous avons même souhaité que les commissions locales doivent être présidées par des personnalités venant des organisations de la société civile. Les discussions avec les partis politiques, la société civile, sont élargies à des leaders d'opinion qui initient à leur tour des concertations. Chacun de nous a son idée sur la CEI. Mais je pense que nous devons mettre en commun nos idées pour voir si on peut nous-mêmes déjà arrêter un format autour duquel on peut engager le débat. Nous voulons une CEI véritablement indépendante, avec des mécanismes clairs à l'intérieur. La collecte des avis sur la réforme de la CEI se poursuit. Des échanges, il ressort que l'opposition, cette fois, veut parler d'une même voix. Le consensus semble se faire autour de la société civile. L'idée, lui accorder une place prédominante afin d'éviter toute récupération de la CEI par les partis politiques. Des séminaires et des ateliers à l'initiative des ONG nationales et internationales en charge des élections sont prévus pour ouvrir les débats. Ces avis seront actés dans un document commun et versés au dossier sur la réforme de la CEI. Gabriel Zani pour ce reportage que vous retrouverez bien sûr sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. Quel est l'état des lieux de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision dans l'administration publique et parapublique? Pour le savoir, le GOFEF, le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, a réalisé une étude à l'effet de disposer de données statistiques justes. Les résultats ont été présentés hier par le groupe à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les précisions de Sephora Zegui et Franck Quadio. 17,7% de femmes au gouvernement, 11,33% au Parlement, 12,12% au Sénat, 7,5% dans les mairies et 3,33% aux conseils régionaux. Illustration de la faible représentativité des femmes dans les instances de décision. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes au GOFEF veut rectifier la donne en Côte d'Ivoire. Il a donc mené des études sur l'état des lieux de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision dans l'administration publique et parapublique, ainsi qu'au niveau des assemblées élues. Cette étude, qui vise à réduire les écarts entre les hommes et les femmes, vient d'être présentée au gouvernement. Pour élaborer des politiques qui répondent aux besoins des populations, il faut que cela soit fait sur la base des données statistiques. Or, concernant les questions de genre, les statistiques, les données désagrégées n'existent pratiquement pas. Les données dont nous disposons sont des données macro, c'est-à-dire des données au plus haut niveau. Mais les données méso et micro, ces données-là, nous ne les avons pas. Mais c'est sur quelle base nous élaborons les politiques? Si nous n'avons pas ces données et que nous faisons des politiques,
C'est comme si on était en train de construire des châteaux de paille. C'est en ce sens que nous avons pensé qu'il fallait faire cette étude pour disposer des données concernant les questions liées au genre. Selon Liramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les résultats de ces études vont aider la Côte d'Ivoire à être parmi les leaders dans la réalisation de l'ODD5 qui est de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et des filles. Plusieurs travaux sur la question ont montré que la mise à disposition de données statistiques et leur utilisation efficiente dans la formulation des politiques impactent positivement le processus de décision. Votre étude vise à combler l'insuffisance des données statistiques sur la représentation des femmes dans les instances de décision, afin de réduire les écarts entre les hommes et les femmes. Et donc cette étude revêt pour le gouvernement une importance capitale. Donc le fait de prendre en compte les femmes, nous irons plus vite à l'émergence. Pour rappel, le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes GOFEF est une fêtière de 18 réseaux et ONG des droits des femmes et lutte pour l'avènement d'une culture de l'égalité hommes-femmes à tous les niveaux de la vie active et sociale en Côte d'Ivoire. La phase expérimentale de la couverture maladie universelle SEMU a pris fin depuis le 31 décembre dernier. Seulement environ 119 500 salariés du secteur privé ont été enrôlés à la SEMU, soit 15% de l'effectif. Mais rien n'est perdu encore pour ceux qui traînent les pieds. L'opération d'enrôlement se poursuit. Le patronat ivoirien de son côté est à l'œuvre pour faire bouger les lignes. Il est demandé aux travailleurs des 3500 entreprises membres de la CGECI de se faire enrôler. L'opération a été lancée hier à la maison de l'entreprise. À travers cet enrôlement symbolique à la couverture maladie universelle, le directeur exécutif du patronat ivoirien lance l'opération d'enrôlement pour les 3500 entreprises membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Les 300 000 salariés sont invités à prendre part au processus afin de bénéficier et de contribuer au renforcement de la protection sociale des travailleurs. La loi fait de la CMU le seul régime légal obligatoire en Côte d'Ivoire. En conséquence, l'assurance privée que tous les membres, notamment de la CGECI, ont, devient complémentaire et ne saurait bénéficier qu'à l'assuré qui est déjà couvert par la CMU. Ce qui veut dire que pour bénéficier de nos assurances, nous devrions au préalable être couverts par la CMU. Vous comprenez le sens de notre action de ce jour, inviter nos membres et au-delà tous les acteurs du secteur privé à s'y conformer. Dans le secteur privé, seulement 15% de l'effectif de l'ensemble des salariés est enrôlé. Un taux jugé relativement faible qui emmène la Caisse nationale d'assurance maladie, l'ACNAM, à procéder au croisement des données biographiques et biométriques afin de booster le nombre d'enrôlés. Actuellement, le résultat escompté, c'était à peu près 1 204 000 travailleurs à peu près. Et nous étions à peu près 200 et quelques mille. Et par le croisement des fichiers, nous avons pu croiser 619 000, donc ce qui nous amène à peu près 850 000 personnes pour lesquelles on peut tirer directement des cartes. Il nous reste encore au niveau des travailleurs à peu près 400 et quelques mille. Une des solutions qui a été trouvée, créer ici un pôle pour pouvoir recevoir les photocopies de CNI. Et à partir de là, on peut faire un croisement direct avec l'ONI et imprimer directement les cartes qui seront remises, n'est-ce pas, aux travailleurs. La phase expérimentale de la CEMU a pris fin le 31 décembre dernier et les résultats sont positifs selon l'ACNAM. Toutefois, la communication est de mise. Pour rappel, seulement 5% des populations vivant en Côte d'Ivoire bénéficient d'une couverture contre le risque maladie. Compte rendu signé Salimatou Oudia. Un regard dans ma vie, c'est une série télé de 60 épisodes qui évoque la persévérance de la femme dans la société. Le tournage de la série a démarré et c'est d'ailleurs Maurice Kwaku Bandama, le ministre de la Culture et de la Francophonie, qui en a donné le clap de début. Le film réalisé par Edwige Abouadji bénéficie d'un financement de 10 millions de francs CFA du Fonds ivoirien de soutien au cinéma. Un regard dans ma vie, une série que vous aurez le bonheur de suivre sur nos antennes. En sport, football, l'ASEC Mimosa a effectué le déplacement à Rabat pour affronter ce vendredi le Wydad de Casablanca dans le cadre de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. L'entraîneur de l'ASEC Mimosa, Amani Yao, et ses poulains entendent réussir leur entrée en Ligue des Champions. C'est donc en conquérant qu'ils ont effectué le déplacement au Maroc. L'ASEC Mimosa est logé dans la poule A avec le Wydad AC du Maroc, Lobby Stars du Nigeria et Mamelodi Sundowns d'Afrique
Afrique du Sud. La victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 en RDC est contestée dans la rue également. Différents heurts se sont produits ce jeudi dans le pays. Le bilan des victimes serait d'au moins 11 morts. À Lubumbashi, en revanche, les manifestations se sont déroulées dans le calme. Une centaine de jeunes pro-Fayulu ont marché jeudi matin depuis la Kenya, une commune du sud de la ville, vers Kamalondo. À Kinshasa, l'ambiance était variable selon les quartier. À Kimbanseke, les affrontements entre pro-Fayulu et pro-Tshisekedi ont fait 2 morts par balle. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 13h.